Elles brodent, elles cousent, elles découpent, elles collent. Elles épinglent, elles décapitent, elles tranchent. Elles suspendent, elles accrochent. Elles dessinent, elles écrivent des lettres et des livres. Elles sont américaines, elles sont françaises, elles sont nées au bord de l'eau, au bord d'un fleuve, au bord de la mer. Elles ont joué dans les blocos, elles ont regardé les pêcheurs tirer les filets, les femmes tordre les écheveaux. Elles sculptent, elles peignent, elles brodent. Elles ont joué à la poupée, elles se sont mariées, elles ont accouché. Elles sont parties, elles se sont effondrées, elles se sont relevées. Elles ont émigré, elles ont voyagé, elles ont joué avec les couturières, elles ont tiré à la carabine, elles ont tué le père. Elles sont des filles, elles sont des épouses, elles sont des mères. Elles sont dans la maison, elles sont la femme maison. Elles cousent le bronze, elles préparent le plâtre, elles fondent le latex. Elles aiment les tissus, les bobines, les pelotes, les peluches. Elles les pendent par les pieds, elles les attachent par les cheveux, elles les suspendent à un fil. Elles ont des agents, elles ont des marchands, elles sont pauvres. Elles sont ignorées, elles sont copiées. Elles sont riches, elles deviennent célèbres. Elles sont des mauvais garçons, des petites filles modèles. Elles sont cruelles, elles coupent les têtes, elles multiplient les seins. Elles sculptent des phallus, elles aménagent des vagins, elles montrent des vulves. Elles cousent, elles brodent. Elles racontent des histoires, elles inventent des personnages. Elles se cachent, elles s'exposent, elles fuient. Elles sont peintres, sculptrices, plasticiennes. Elles tiennent à un fil, elles sont prises au piège, elles tendent des filets. Elles jouent à la poupée, elles font des grimaces, elles font des farces. Elles ont les poumons brûlés par la colle, elles ne dorment plus, elles ont peur. Elles sont belles, elles sont vieilles, elles sont mortes. Elles aiment les petits moineaux, elles aiment les araignées. Elles prennent au piège, elles protègent. Elles sont séduites, elles sont perdues, elles sont fortes. Elles se sont rencontrées, elles ne se sont jamais vues, elles s'admirent, elles s'ignorent. Elles habitent à Soisy, elles habitent à Paris, elles habitent à Choisy, elles habitent à New York, elles habitent en Californie, elles habitent en Italie, elles habitent en Suisse, elles habitent à Malakoff. Elles se battent pour les droits civiques, elles se battent contre le sida, elles se battent pour les femmes. Elles ont construit des maisons et des jardins, elles ont fait des œuvres monumentales. Elles ont inventé la sculpture environnementale. Elles ont cousu des poupées, elles ont bricolé, elles ont collectionné. Elles ont inventé la sculpture autobiographique. Elles sont nées avant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde, entre les deux guerres. Elles sont nées en 1911, en 1930, en 1943. Elles sont mortes en 2002, en 2010. Elles sont vivantes. Elles s'appellent Louise, Niki, Annette. Elles sont Niki de Saint-Phal, Louise Bourgeois, Annette Messager. Donc, premier chapitre, Paris 1983. J'étais passée des dizaines de fois devant la fontaine et j'avais souvent dîné à la fin du printemps, quand le jour n'en finit pas et qu'on voudrait que les marronniers en fleurs les gardent toujours blanches et roses, sur une terrasse, dans une petite pizzeria de la rue du Cloître Saint-Méry, à l'angle de la rue Brisemiche. Je regardais les jets d'eau, j'écoutais les grincements des machines, un peu à l'écart du centre Georges Pompidou, devant lequel des battleurs amusent les touristes sans que les Parisiens jamais ne les regardent. Assise devant la fontaine, je me suis demandé à quoi servaient les 4 grosses cheminées blanches devant les anciens bains-douches des Halles, occupés à présent par l'IRCAM. Ou plutôt si c'était bien des cheminées ou quoi. D'immenses haut-parleurs, des totems, des ventilateurs, des feunes géants. Je pourrais penser cela aujourd'hui, car il a fallu que je connaisse la Suisse et que j'habite une partie de l'année à Genève pour m'intéresser de près à cette fontaine. Et en Suisse, un fœun, ce n'est pas seulement un vin chaud qui vient des Alpes, c'est aussi un sèche-cheveux. Je ne me demandais pas, rue du Cloître Saint-Méry, ce que faisaient sur l'eau les lèvres pulpeuses, rouge sang, le serpent à la gueule ouverte, l'éléphant vert dont la trompe est rayée, le chapeau bleu cobalt.
Et je ne m'étonnais pas non plus devant les deux seins inégaux qui regardent l'un au nord, l'autre au sud, posés sur le corps d'une grosse bonne femme. Sans tétons, ils sont striés de courbes roses, rouges, bleues. J'avais surtout regardé l'énorme clé de sol et l'oiseau de feu, sa couronne dorée, qui triomphe depuis 1983 sur la fontaine Beaubourg. Rares sont ceux qui disent Stravinsky, et pourtant c'est son nom. D'où l'oiseau et les couleurs aussi pétantes que les sons dans le sacre du printemps. Les machines, c'est l'invention de Jean Tinguely. Et les sculptures en polystyrène et fibres de verre, c'est Niki Saint-Phalle. Ils en ont fait d'autres ensemble dans la Nièvre, à Jérusalem, en Toscane. Lui travaillait l'acier, le mouvement, la mécanique, elle le polystyrène, la fibre de verre, les tissus, la couleur. C'est mon copain, mon amour, mon rival. Niki aimait dire cela de Jean Tinguely. Quand il l'a connue à Paris, à la fin des années 50, elle était mariée à un jeune poète américain, Harry Matthews, et lui une artiste, suisse comme lui, Eva Epstein. Niki commençait juste avec la peinture et avec les assemblages, et il était sûr, absolument sûr, qu'elle deviendrait une immense artiste. Avec les premières peintures, puis avec les tirs, et les nanas qu'au début il n'a pas aimées, son admiration n'a cessé de grandir. Elle ne se mettait pas en travers du chemin de l'amour. Il admirait et il aimait quelque chose qui le dépassait. Il perdait Niki, qu'il croyait connaître, quand il voyait ce qu'elle venait d'inventer. Puis soudain, c'était l'évidence. Ce dessin, cette sculpture, ce collage, c'était elle, exactement elle. Niki, son amour, sa folie, sa nana, sa copine, sa rivale. Je ne savais pas grand-chose de Niki de Saint-Phalle et de Jean Tinguely quand je dînais devant leur fontaine à Beaubourg, ni de ce que Niki savait de la Suisse avant de rencontrer Jean. Pas grand-chose non plus probablement. Peut-être avait-elle quelques images en tête, les montagnes, les lacs, les montres, les signes, Paul Klee, Alberto Giacometti, la neutralité pendant la guerre et ce qu'elle a rapporté. Les Saint-Phalle sont des banquiers français immigrés en Amérique. Oui, elle devait avoir en tête les banques. J'étais alors souvent en Suisse où je travaillais et j'ai eu envie d'aller visiter les lieux où elle a habité, pour découvrir à la fois son œuvre et ce pays que je ne connaissais pas bien encore. Je n'avais pas la première idée de ce que j'allais découvrir, ni de la force des obsessions qui allaient m'assiéger, puis me conduire à vouloir tout connaître de la vie de cette femme. Pendant plus d'1 an, de gare en gare, j'ai suivi Niki en Engadine, à Bâle, où il y a le musée Tinguely, à Lutry, au bord du Léman, et à Fribourg, petite ville le long de la pauvre Sarine, où se trouve l'espace Jean Tinguely Niki de Saint-Phalle. Pendant que les lacs, les montagnes, les chalets accrochés aux pentes, les usines au fond des vallées et les vaches proprettes dans les prés défilaient sous mes yeux, je rêvais à ses peintures, à ses amours avec Tinguely, à sa boîte à couture et à ses énormes sculptures. C'est en allant à Fribourg depuis Genève que j'ai pensé à ce récit pour la première fois. J'allais raconter l'histoire de Niki de Saint-Phalle. Je ne savais pas alors qu'elle n'en serait pas la seule héroïne et que s'ouvrait devant moi un monde de folie, de violence et de révolte. Chapitre 3, Impasse Ronsin, 1961. Niki aussi a détruit la peinture. Et ce sont les plus stupéfiantes des images et des vidéos que j'ai vues d'elle. Ça se passe à Paris en 1961. D'abord, elle prépare ce qui fera à la fin un tableau. C'est Jean qui construit les armatures de fer. Puis Niki attache les planches et toujours c'est elle qui prépare le plâtre et qui fixe sur le cadre tout ce qui devra exploser. Les berlingots de lait concentrés, les capsules de shampoing, les cartouches d'encre, emplis de couleurs choisies avec le plus grand soin. Le panneau est aussi blanc qu'une maquette d'architecte, pas une poussière, pas une tache. Il faut que ce soit parfaitement lisse et immaculé. Quand elle en a assez de remplir les berlingots et les capsules, Niki prend pour cible des œufs et des tomates qu'elle blanchit soigneusement. Et comme il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, elle les place sur des planches séparées.
Leur coquille est plus fragile que le plastique des berlingots. Ils sont très difficiles à fixer. Puis elle tire. Elle vise et elle tire. Elle est tout entière bandée. Son œil a réduit le champ de vision. Elle est sanglée dans un pantalon qui marche ses hanches étroites, son buste est souple, dans son pull à col roulé et manches courtes. Elle appuie sa joue contre l'arme, une joue encore pleine, presque enfantine. Elle plisse l'œil, la joue ne se plisse pas. Elle appuie sur la détente de la carabine. Le blanc saigne, le plâtre devient rouge, bleu, vert. Ça pisse, ça coule, ça explose d'un coup. Et la virginité immaculée devient inutile et laisse apparaître des reliefs aléatoires. C'est un feu d'artifice de blanc et de jaune. L'œuf est plein, l'œuf éclate, l'œuf se suffit à lui-même, l'œuf explose, et ça coule et ça colle. Un coup de feu et la peinture éjacule. Sa mère disait qu'elle avait des seins à la coque, palpitants et fragiles comme des petits poussins dans la main. Elle tire sur les œufs, elle tire sur ce qu'elle a si patiemment blanchi et construit, sur les petits monticules de plâtre et sur toutes les capsules recouvertes de blanc impeccable. Elle tire sur la forme, sur l'œuf en bronze de Brancusi, lui aussi dans l'impasse Roncin. Elle tire sur la poule, elle tire sur le pinceau, elle tire sur le modèle, elle tire sur les volumes, elle tire sur les formes, elle tire sur l'absence de forme, elle tire sur la géométrie, elle tire sur les angles droits. Elle tire sur Jean, sur ses colères, ses jalousies, ses maîtresses. Elle tire sur ses accès de radinerie, sur ses machines. Elle tire sur son sourire. Elle tire sur son amour, son rival, sur son copain. Elle tire sur les chasseurs, sur les assassins, sur les cow-boys. Elle tire sur Khrouchtchev, elle tire sur Kennedy. Elle tire sur la guerre, elle tire sur la guerre froide. Elle tire sur Agnès, sur Marie, sur Catherine, sur Fall. Elle tire sur Saint-Phal. Elle tire sur le Sacré-Cœur, l'école des bonnes sœurs qu'elle détestait. Elle tire sur son père volage et les amants de sa mère. Elle tire sur leurs principes et sur leur vie qui les contredit. Elle tire sur la tyrannie. Quand le chargeur de la carabine est vide, les coulures de peinture ont une beauté explosive. C'est sale, c'est beau, c'est définitif. Des petites coquilles d'œufs sont prises avec les pépins de tomates entre des bouts de ferraille. Nikki remet la mèche de ses cheveux derrière son oreille. Elle s'étire. Le bruit a fait hurler le chien des voisins. 2 planchettes sont tombées. Les poules se sont dandinées jusqu'au fond de l'enclos et elles ont perdu des plumes. Car il y a encore des palissades, de l'herbe, de la terre battue et des poules en passe Roncin. En 1961, à quelques encablures de Montparnasse et des Invalides. Le lendemain, le sol est recouvert de petits éclats de calcaire blanc. Ça sent la poudre, le plâtre, la peinture. Nikki se fait remarquer. Tout Paris en parle. On veut voir les tirs. La télévision se déplace pour les filmer. Dans l'impasse, les dames bien habillées qui sont venues dans cet endroit abandonné, si sales, si pauvres, comme on irait au théâtre, font des « oh » et des « ah ». Elles détournent très légèrement le regard. Elles pressent un peu le bras de leur époux, à chapeau et gabardine. Elles poussent des cris et sursautent. Les hommes regardent le dos bandé et les jambes de Nikki, tendues vers la cible, et celui qui l'admire, Jean. Jean qui a tout de suite su que c'était une idée géniale, et qu'elle serait délivrée de la main et du geste de peindre une fois qu'elle manierait la carabine. Elle qui avait déjà collé des fléchettes sur une toile avec des clous, des boulons, des fils de fer et des râpes, petites, inutiles, rouillées, abîmées. On l'invite à l'ambassade des États-Unis avec Rauschenberg et John Cage. On veut qu'elle recommence et que ce soit un spectacle. Même ses amis anti-américains viennent. Il y a un tireur d'élite qui veille sur la performance. On n'est jamais trop prudent quand il y a des armes à feu dans la salle. Puis ce sera la télévision suédoise, les tirs à Amsterdam, les tirs en Amérique, à Malibu, à New York. Elle pourrait tirer aux 4 coins du monde sur la peinture. Au bout d'un certain temps, Nikki ne sait plus qui elle est, ni ce qu'elle fait. Elle ne veut pas que ça devienne un spectacle.
Un jour, d'un coup, elle décide que c'est fini. Elle arrête. Le matin, elle le dit à Jean, c'est fini, plus jamais, terminé les tirs. Shooting out. Elle range la carabine. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie. Louise Bourgeois, c'est dans le chapitre 5, Chelsea, 1962-2010. En 1973, Robert meurt subitement. Elle a 62 ans, ses enfants ont quitté la maison, elle est seule. Robert Goldwater est une sommité de l'histoire de l'art, un spécialiste mondialement reconnu du primitivisme, le premier directeur du musée des arts primitifs de New York. Il est l'auteur d'un livre important, Qu'est-ce que la sculpture moderne? On cite ce titre dans toutes les notices nécrologiques qui lui sont consacrées. Pendant des semaines, Louise reste sans sortir. Elle ne fait plus la cuisine, elle ne voit personne. Dans la maison de Chelsea, la chambre de Robert est une sorte de mausolée. Son bureau, avec ses livres, ses lampes, ses fauteuils en bois tourné, est laissé dans l'état où il était le jour où il est mort. Chaque soir, elle allume la lampe sur la table de travail du défunt. Elle ne peut pas aller se mettre au lit sans cette lumière qui veille sur son absence. Telle une servante au théâtre, cette lampe qui reste allumée entre les représentations lorsque les acteurs ne sont plus là. C'est peut-être l'effet de la psychanalyse. Elle aurait pu s'effondrer, retomber durablement dans la léthargie qu'elle a connue 10 ans plus tôt, à la mort de son père. Mais elle se remet à peindre, à dessiner, à sculpter. Elle poursuit ses œuvres en latex, en marbre. Et elle invente autre chose. Elle travaille avec le tissu, la laine. Elle compose avec des os d'animaux. Sous l'effet conjoint du deuil, de la solitude, de la psychanalyse, tout le passé profondément enfoui, dont elle ne parlait jamais, et qui lui faisait mal parce qu'elle le croyait perdu, comme le pays natal, lui saute à la figure. L'enfance au loin, là-bas, en France, les morts, car tous sont morts, le père et le frère et la mère, il ne reste qu'Henriette là-bas, et Robert à présent, lui, mort aussi. Tous ces morts lui sont si proches. Louise, du passé et des morts, parle d'abord seule, dans le cabinet feutré de Lovenfeld, pendant des heures, allongée sur le divan. Elle se raconte l'histoire comme elle l'a vécue. Son histoire à elle, violente, horrible. Une histoire qui n'a rien à voir avec celle que j'ai commencé à raconter, qui ressemblait à une success story. Famille provinciale et travailleuse, enrichissement, établissement à Paris, affaires prospères, goût pour l'art, études supérieures, mariage d'amour avec un Américain, départ avant la guerre à New York, naissance des enfants, retour de la paix. Quand elle sort de chez Lovenfeld, elle poursuit le soliloque dans ses carnets. L'écriture devient frénétique. Chaque jour, chaque nuit, elle consigne ce qu'elle se rappelle. Les mots, les images, les scénarios de l'enfance. Et à partir des années 80, elle en parle à son public. Quand enfin, elle en a un. Parce qu'on la reconnaît comme l'une des plus grandes artistes de son temps. C'est elle qui a réalisé la stupéfiante destruction du père. Elle devient célèbre. On se précipite dans les musées et les galeries qui montrent enfin son travail. On va voir tout ce qu'elle a fait avant et qu'on avait tant ignoré. Les journalistes veulent faire des papiers sur ses sculptures, ils veulent l'interviewer, la filmer, la photographier. Ils veulent la voir pour lui demander comment elle a procédé et quelle signification elle donne à ses personnages. Janus Fleury et ses cumuls en marbre, comment les interpréter? Et la destruction du père, comment l'interprète-t-elle? Elle a plus de 70 ans, 70 ans. On s'intéresse donc enfin à son travail et à sa personne. Ils veulent savoir d'où cela vient.
Ces dessins, ces maisons, ces phallus, ces lapins avec des paires de mamelles et un sexe d'homme entre les jambes. Alors elle raconte. Elle raconte à eux, les journalistes, les biographes, les galeristes, son enfance ou son histoire. On n'a plus qu'à l'écouter. Et moi, je n'ai plus qu'à la suivre. Peut-être est-ce dans un de ces films, tournés chez elle par des journalistes, des documentaristes, des admirateurs, et mis en ligne aujourd'hui sur le net, qu'elle va évoquer sa rencontre avec Niki de Saint-Phal. Elle est la metteuse en scène, l'actrice et le personnage principal du drame, et aussi l'interprète majeur. Pas question qu'un autre qu'elle se risque à donner le sens de ses œuvres. Elle s'en charge. Pendant des heures, je visionne sur mon ordinateur les films tournés à Chelsea. Et Louise, sa voix, ses gestes me deviennent familiers. J'ai l'impression d'être entrée dans sa maison et d'un peu la connaître. Son histoire, c'est elle qui la raconte. Et la première personne qu'elle fait entrer sur la scène, c'est son père. Le père, 1911-1951. Au début du XXe siècle, il en est ainsi. On ne discute pas la priorité du chef de famille, le patriarche, comme dirait Niki de Saint-Phal. C'est donc toujours de lui que Louise Bourgeois parle en premier lorsqu'elle raconte aux journalistes, aux réalisateurs venus la filmer, son enfance à Choisy-le-Roi et à Antony. Louis Bourgeois était celui auquel Louise, qui veut plaire à tout le monde, voulait plaire à tout prix. C'est elle qui le dit. Et l'art sera un subterfuge de la séduction. Car l'histoire commence plutôt mal. Louis aurait voulu un fils, et il faut la ruse de Joséphine, qui vient d'accoucher d'une petite fille, le 25 décembre 1911, pour tromper la déception du géniteur. Elle le persuade que l'enfant si mignonne lui ressemble tant qu'elle doit se nommer comme lui. Ce sera donc Louise. Joséphine dira plus tard que ce prénom est un hommage à Louise Michel, la communarde, la déportée, l'anarchiste, la femme libre. Peut-être. Mais elle est avant tout une épouse soumise, dévouée tout entière à son mari qu'il faut flatter et ne jamais contrarier. D'ailleurs, elle met tout en œuvre pour se faire pardonner de n'être bonne qu'à mettre au monde des filles. En ce Noël de 1911, elle se reproche la naissance de Louise, après Henriette, en 1904, et une petite morte quelques années avant, dont je n'ai pas trouvé le nom. Car quand Pierre est né, car il y a eu enfin un garçon, en 1913, 2 ans après Louise, Louis Bourgeois a explosé de joie. Sur les photographies que montre Louise aux caméras, le père est rarement avec Henriette. Je ne l'ai vu qu'une fois. Il est parfois avec Louise et Pierre, le fils tant attendu, et le plus souvent avec Louise seule, comme si elle était fille unique, comme s'ils formaient un couple, le père et la fille. Le père qui l'habille en petite poupée de luxe, en robe Chanel et Poiret. Sur une photo prise à Nice en 1929, et publiée par Louise dans un album en 1994, l'enfant est habillé en Sonia Delaunay. Et lui, chapeau et gants sous le bras, cigare à la main, avance d'un air décidé. Il porte le nœud papillon, les cheveux gominés tirés en arrière. Sous son chapeau cloche, Louise a une petite frimousse ingrate, quoique souriante. Sur toutes ces photographies, la mère est absente. Cette image du père est inoffensive et banale. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, encore moins de quoi tuer et détruire le père. C'est pourtant ce que fera Louise, la préférée, l'adorée de son petit papa. Mais ce ne sont que des images. À Nice, Genève, Londres, Montreux. Car chez les bourgeois en voyage, on pose dans des tenues étudiées et des décors soignés devant les photographes. Palmiers à l'arrière-plan, promenade des Anglais, ou passe des élégantes devant les palaces. Toutes ces scènes d'extérieur montrent une famille aisée et souriante.
À l'intérieur, dans la maison de la rue d'Orléans, à Antony, c'est une autre histoire. C'est encore Louise qui raconte. Et debout devant la caméra, raide, concentrée sur le passé qu'elle saisit, elle est tranchante, définitive. Elle marque une pause, elle se redresse, elle a passé 80 ans, et elle commence à se douter. Elle rajuste son béret, son chemisier blanc dans sa robe chasuble et coquette. Elle a l'air inquiète. Elle poursuit l'histoire du père en feuilletant des photographies sous le gros œil de la caméra. Louise raconte qu'autour de la table, où dînent les enfants et Joséphine, Louis trône, tel un roi. Il parle et parle encore, il faut l'écouter, il faut pouffer, acquiescer, s'esclaffer, il faut l'admirer. Et s'il sent que les blagues qu'il raconte, les histoires qu'il débite, ne retiennent pas suffisamment l'attention, il se fâche, et dans les grandes largeurs. Il s'énerve, prend sur la table ce qui s'y trouve, salière et poivrière dans leur petite corbeille à remonter, panière et même soupière, et s'est fiché par terre. Il hurle. Les enfants ne crient pas, pas même Pierre, pourtant le plus petit, qui ne pleure pas. Et Joséphine, raidie, digne, sans mot dire, part en cuisine, demander qu'on vienne réparer un petit accident. La scène se répète souvent. Alors Joséphine invente une ruse qui allège un peu le dîner du soir autour de la table des bourgeois à Antony. Le regard de Louise est excité quand elle raconte la ruse. À table, comme on mettrait un couvert pour le pauvre, Joséphine prévoit pour Louis une assiette supplémentaire à côté de la sienne. Quand le père se fâchera, et il a toujours 1000 raisons de se fâcher, c'est celle-ci qu'il cassera. Au moins elle sera vide. Louise marque une pause. Elle relève la tête. Oui, ma mère était intelligente, rationnelle. Mon père était impulsif. Ma mère était la raison. Mon père l'émotion. Je la regarde sur l'écran, debout dans sa robe chasuble bleue, son trait de rouge sur les lèvres perdu au milieu des rides. Elle est sa mère quand elle raconte l'histoire. La mère rationnelle, ferme, déterminée. Et son père, comme lui colérique, émotive, impulsive, lorsqu'elle taille dans le marbre et coupe au rasoir le balsa. Elle a toussé un peu, puis reprend le fil du récit. Quand elle s'ennuyait, car il fallait écouter le père pérorer et le repas durait longtemps, papa allait s'énerver, elle avait peur de la colère qui allait se déchaîner, avant la fin du repas peut-être. Pour se donner une contenance, elle modelait de petites figures dans la mie de pain, lentement, consciencieusement. Et parfois le père hurlait, cesse de jouer avec le pain, Louison, ça suffit maintenant. Elle se rappelle la scène. Ce sont ses premières sculptures. Elle sourit avec malice et bouge un peu ses doigts, souples et encore très larges, qui contrastent avec l'extrême finesse de son visage dessus. Attentive à l'effet qu'elle produit devant les journalistes qui l'écoutent. Ses premières sculptures, oui, à Antony, et elle pétrit dans le vide, la mie molle, blonde, dont l'odeur, avec celle de la Bièvre, est pour elle celle de l'enfance et de la France. De la contenance, il en fallait à Louise, surtout lorsque ses parents avaient des amis à dîner. Et les bourgeois recevaient souvent, à Choisy et à Antony. La violence du père prenait encore de l'ampleur, et Louise en était la cible. Il y a plusieurs vidéos où on la voit rejouer la scène, si souvent subie. Sur l'une d'elles, elle a mis un béret bleu et un gilet d'où déborde une cravate à jabot clair. Elle a préparé les accessoires nécessaires avant que commence le tournage. Sur une étagère, dans son dos, il y a une corbeille remplie d'oranges. L'actrice se met en place. On tourne. Louise vérifie du coin de l'œil où est le couteau. Elle essaye d'oublier la tête de hamster du cadreur.
Dès qu'il est entré dans la pièce, elle a pensé cela, une tête de hamster. Il ne faut pas le regarder. Sous son béret, le visage de Louise paraît minuscule. Elle prend le couteau. Voici ce que mon père faisait quand on avait des invités à la maison. Il parlait sans cesse, il fallait que tout le monde l'écoute, il adorait se donner un spectacle. Même après la mort de ma mère, il n'a pas eu l'air triste longtemps. Il aimait pérorer, il fallait toujours qu'il fasse son numéro. Son préféré, c'était celui-ci. Le portrait de sa petite Louison. Et elle prend dans sa main l'orange. Vous voyez, il prenait une orange. Avec un stylo feutre, elle dessine un visage. Un trait pour le nez, 2 pour les yeux, une courbe rapide pour le sourire, 2 traits pour la poitrine. Hop, on arrive aux antipodes de la tête. Ici, c'est le sexe. Hop, elle fait un point central. Puis les jambes avec 2 petits coups de feutre. Et hop, hop, le stylo court sur l'écorce. Elle dessine 2 pieds. Puis elle prend un cutter. Elle marque une pause. Elle fixe qui la regarde. Vous allez voir ce que vous allez voir. Le geste est précis, assuré. Les mains coléoptères découpent selon les traits l'écorce de l'orange. Elle connaît son numéro par cœur. Un bonhomme souple et blanc, d'un blanc moelleux et irrégulier apparaît. Il a la même allure que les bonhommes en pain d'épices, avec une tête, des yeux, un ventre, des jambes, des pieds. Elle va le détacher de l'écorce. La voix de Louise monte dans les aigus. Le père exultait. « Voici Louise, c'est ma fille, c'est Louison, la voici. » Et il agitait la petite poupée en peau d'orange. « Mais non !» il s'esclaffait. « Mais non ! Regardez, ça ne peut pas être Louison. Tu n'as rien entre les jambes, hein, Louison, tu n'as pas ça. » Et goguenard, il brandissait sous le nez des convives le grand filament détaché soigneusement du pédoncule, l'ombilique autour duquel se répartissent les quartiers du fruit, et qui pendait, exactement là où le stylo avait dessiné l'emplacement du sexe sur l'écorce. Elle en était dépourvue, il l'exhibait, et il montrait ce que sa fille n'avait pas. Il exultait. Vous avez cru que c'était Louison? La petite fille riait alors. Elle avait envie de pleurer. Elle voulait cracher la figure de ceux qui riaient aux éclats. Elle vomissait sa mère qui riait. Jaune peut-être, mais qui riait. Même si elle avait déjà vu 10 fois Louis faire son tour, et ajouter la figure en écorce, avec ses yeux et ses seins dessinés au stylo, brandis par le pénis blanc dont Louise était dépourvue. Et vous avez cru que c'était elle? Louise, qui est encore la plus lourde dans les doigts, s'arrête et se met à crier. « Coupez !» Elle est épuisée. « Qu'ils éteignent la caméra, qu'ils débranchent les micros. C'est fini pour aujourd'hui. Coupez !» Sur l'écran de mon ordinateur, je zoome sur la dépouille du bonhomme avec sa bouille ronde et sa queue entre les jambes, pantelant, écartelé, orange sur une face et blafard sur l'autre. La première fois que j'ai regardé cette vidéo, j'ai perçu comme une pointe d'admiration dans la voix de Louise. Mais envers qui? Le père? La fille qu'elle n'a jamais cessé d'être? C'est au 2e ou peut-être au 3e visionnage que j'ai compris que Louise était en train de prendre la place du père, devant la caméra, à plus de 80 ans. Elle est Louis. Elle fait son numéro, c'était celui du père, et c'est le sien à présent. Moteur, rolling. Elle cherche à son tour à épater les journalistes et les réalisateurs, comme Louis voulait amuser ses amis autour de la table. Et ça marche. La méchanceté du père est rejouée, peut-être déjouée, la détresse de la petite fille tire les larmes, le traumatisme mis en scène. Je cherche sur un site de botanique si ce filament, dont Louise était dépourvue et qu'elle agitait devant la caméra, a un nom précis. Il semble que non. Mais je découvre, parmi d'autres termes, tous aussi merveilleux les uns que les autres, le mésocarpe et l'endocarpe, la loge carpellaire, les sépales et les faisceaux conducteurs, que l'orange a des poils, chose que je n'aurais pas pu imaginer. Et que ce sont eux qui contiennent le jus.
Certaines oranges, les navelles, ont aux antipodes du pédicule un amas de petits bourrelets qui est la trace d'un fruit gigogne avorté. Mais le filament blanchâtre qui ressemble à un phallus, je ne trouve pas son nom. Je referme la fenêtre, déçue qu'on ait ignoré cette chose contenue dans un fruit à l'architecture aussi rigoureuse, avec ses quartiers, ses poils à jus, ses bébés gigognes, son écorce lisse ou grenue. Alors je vais lire un dernier chapitre qui est le 12e de la dernière partie. Villeneuve d'Ascq. Je me décide sur un coup de tête. Lille n'est qu'à 1 heure de Paris. Il faut que j'en profite pendant que je ne vais pas à Genève. À la gare de Lille, je prendrai le métro direction Roubaix, puis le bus. Le musée est dans un parc paysager à la périphérie de la ville. Tout a l'air facile d'accès. J'achète mon billet de train, après tout de même avoir vérifié que le LAM, Lille Métropole Musée d'Art Moderne, drôle de nom, est bien ouvert. On n'est pas en Suisse, on n'est jamais à l'abri d'une fermeture inopinée, d'une grève sans préavis, d'un incident technique, trafic perturbé, excuses pour la gêne occasionnée, etc. C'est bien ouvert, je pars pour Villeneuve d'Ascq, visiter l'exposition Comme si, planète messager. Dans le train, le paysage n'a rien à voir avec celui qui défile quand je vais à Genève. Ici, pas de viaduc ni de montagne sombre, mais les champs plats de la Picardie, coupés par les éoliennes et les pylônes électriques. Des usines et des entrepôts se tassent dans des coins de campagne vides. Comme dans n'importe quel TGV, les passagers sont courbés sur leur téléphone, branchés à leurs écouteurs. En face de moi, une jeune fille lit Eugénie Grandet. Elle a un tatouage sur le bras et un anneau entre les deux narines, une mèche de cheveux violette et un air très concentré. J'ai envie de lui demander si elle trouve qu'Eugénie est l'exemple même de l'oppression patriarcale. J'ai envie de dire à cette jeune fille, vous savez, Louise Bourgeois, l'immense artiste qui a fait la grosse araignée, Maman, a brodé un livre, 16 panneaux, sur des torchons et des mouchoirs, en hommage à Eugénie, pour dénoncer la tyrannie du père Grandet, qui a interdit à sa femme d'acheter du sucre alors qu'il est le plus riche de Saumur. Et Madame Grandet, qui use peu de souliers car elle reste toujours chez elle, considère, comme le lui a appris son confesseur, son mari comme son maître et son seigneur. Elle obéit. Louise Bourgeois avait alors 100 ans quand elle a brodé le livre pour Eugénie Grandet. La lectrice du train porte de temps à autre sa main à son piercing, comme pour vérifier qu'il est encore là, entre ses narines, machinalement. Elle ne lève pas le nez du roman. Elle est à Saumur, elle a peur pour Eugénie, amoureuse de son cousin qui en épousera une autre. Eugénie qui n'a pas droit au sucre. Le père est un affreux radin. Le train vient de dépasser Arras. Peu de temps après, le TGV ralentit. Les immeubles se serrent contre les rails. On arrive. Le contrôleur annonce l'île Flandre. Ne pas oublier des faits personnels, ni masque usagé, équipe de déminage, etc. Je descends du train. Le Thalys file vers la Belgique et la Hollande. Je prends le métro. Et une demi-heure après, j'arrive au LAM. Sur le toit du bâtiment central, il y a deux figures perchées, l'une rouge, l'autre noire, qui se saluent, se frappent, se touchent, se courbent. Et voilà que l'une d'elles est à terre, la tête au sol, et déjà elle se redresse. Elle se rapproche, s'enlace, s'écarte, et la danse continue dans le ciel bleu au-dessus du toit du musée. Juste de petites traînées laiteuses, peu de monde dans le parc. Je ne peux pas détacher mes yeux de ces deux-là, qui jamais ne trouvent le repos, et claquent dans le vent. Ce sont les amoureux. Une installation d'Annette Messager qui nous dit la bienvenue à l'entrée du musée.
C'est elle qui a voulu qu'il soit là, et je les regarde encore se pencher et se relever. Et clac, un grand coup de tête en plein torse. Le rouge part sur la gauche, le noir est droit comme un piquet. C'est peut-être cela l'amour, cette danse et cette lutte, cette façon d'être attaché au même sol et de n'arriver jamais à prendre le large. Alors on se touche, on se serre, on se prend, on se sépare, on se rapproche et ça continue. Le vent les décoiffe et ébouriffe leurs mains. Au bout de leurs bras, leur peau souple s'effiloche. Ils sont en plastique, comme des baudruches remplis d'air, un tube. Leur corps n'est que cela, et deux bras. Sur le sommet du tube, une touffe de cheveux, rouge et noir. Tout ébouriffé, eux aussi. Comment peuvent-ils être si expressifs, si humains? Le rouge et le noir. Ce sont les couleurs de l'amour et du sexe pour Annette Messager. Continent Noir, elle a donné ce nom à une installation où se mêlent les images de la sexualité féminine et celles des incendies qui crament les forêts. Les amoureux continuent de danser sur le toit du musée. Les bienvenus a choisi le roi. Eux aussi s'agitent, bougent, s'éloignent, se rapprochent l'un de l'autre, même s'ils sont lourds et lents comme des bibendums Michelin. Au Mexique, on appelle les poignées d'amour ces bourrelets qu'ont les hommes autour de la taille, des llantitas, des petits pneus. Et c'est avec de vieux pneus autour du ventre que là-bas on se baigne quand on n'a pas de quoi s'acheter des bouées et qu'on ne sait pas nager. Mais je dérive. Les amoureux d'Annette Messager, souples, rouges et noirs, ne sont pas menacés par l'embonpoint. Et encore moins par l'obésité qu'on soigne dans les hôpitaux de Berck, clac clac. Le couple se hisse et se courbe, comme les cerfs-volants sur les plages où elle a grandi, comme les perruques qui s'agitent sous l'action des ventilateurs dans l'installation Danse du Scalp, et qui me rappelaient les poupées mannequins de mon enfance, les tondus de la libération et les cancéreuses qui perdent leurs cheveux. Je ne vais tout de même pas rester des heures devant le musée sans y entrer. Contrôle des sacs par le vigile, personne devant moi à la caisse, achat du billet. Je parcours le livret que me tend l'employé. Des ateliers sont organisés où chacun pourra fabriquer son Sky Dancer. Amoureux, amoureuse, c'est son titre. Le nom Sky Dancer ne m'est pas connu. En français, on dit manche à air, m'explique la jeune femme qui prend les inscriptions pour l'atelier. C'est connu pourtant dans la publicité, vous avez déjà dû en voir, non? Peut-être vous ne les aviez pas remarqués, ils sont personnalisés aux couleurs de l'entreprise. Et souvent, ils ont des yeux et une bouche qui sourient. Genre smiley, vous voyez? Oui, oui, je vois, merci. J'ai la désagréable impression d'avoir affaire à une spécialiste de marketing qui a tout de suite repéré que j'en suis restée au bibendum Michelin. C'est une émotion que je n'ai pas ressentie à propos de Niki de Saint-Phal ni de Louise Bourgeois dans les musées où je suis allée voir leurs œuvres exposées, ni même au Jardin des Tarots, pourtant si beau, à Garaviccio. Une émotion qui me saisit lorsque je réalise que ce que je suis en train de voir, c'est Annette Messager qui l'a conçu, et très peu de temps auparavant, et pour cet endroit précis. Comme moi, elle a pris le train pour venir de Paris à Lille, puis à Villeneuve d'Ascq. Elle a repéré les lieux, étudié la lumière pour voir vraiment ce qu'il est possible de montrer, et dans quel ordre, dans ce musée. Les expositions que j'ai vues à Bâle ou à Fribourg étaient celles de mortes. On puisait dans les œuvres achetées de Louise Bourgeois et de Niki de Saint-Phal. Elles faisaient partie de l'histoire, mais ce que je vois au lame, c'est une œuvre en mouvement, celle d'une femme vivante, qui a hésité, peut-être ici, non plus bas, qui a hésité puis décidé. On commencera par le mur et les mots écrits dessus, avec des mailles de filet rouges et noirs, ghost, apparition, des mots qui tremblent et qui tombent. Non, pas ici, pas dans cet ordre. Relevez un peu la boucle du E plus haut, car elle aime les mots, et de tous, c'est désir qu'elle préfère. Le mot est son unité de base. Pour les phrases, il y a les écrivains. Tout me semble plus noir, plus triste que d'ordinaire, comme si les bêtes de l'enfance, koala, raton laveur, marsupilami et marmotte, qui lui sont si familières, avaient vieilli. Comme si leur couleur s'était ternie. Et des lits, dans la première salle, me fait frémir. Les objets quotidiens qui sont montrés énormes, des cintres, des crochets, des aiguilles à coudre, une canne, une épingle de nourrice, une table et un sac à main énorme, sont tous recouverts de sky noir.
Et noires aussi les mains crochues qui s'y agrippent. Et noires encore les têtes de souris qui viendront à bout de toutes ces choses auxquelles on tient. Le temps grignote tout du quotidien. C'est comme si la mort rôdait tout près. J'entre ensuite dans la salle où est présenté le requiem pour Jeanne, circonspecte, car j'ai peu de sympathie pour Jeanne d'Arc. Je sais bien qu'elle est une figure qu'on peut dire sainte ou subversive, de droite ou de gauche, fanatique ou rebelle. Les petits moutons et les voix entendues en Lorraine, tout cela me semble un peu ridicule, désuet, relevant de croyances qu'on ravive de temps à autre, et souvent pour rappeler la France, la grande Cocorico, Le Pen surtout, plutôt que Peggy à présent. Et voilà que Messager fait de Jeanne Aubuchet une féministe avant l'heure, brûlée comme tant de sorcières. Plus loin dans l'exposition, je découvre parmi les films qu'elle dit aimer par-dessus tout et dont elle a fait la liste Lola Montez et le procès de Jeanne de Robert Bresson. C'est elle que Nikita Safal a refusé de tourner avec Bresson, qui la voulait pour son Lancelot. J'aime qu'elle aime les listes et je note sur mon carnet lui parler des listes quand je la verrai. Si je découvre encore, et je découvre encore que parmi les livres qu'elle aime, il y a Song, Duras. Les larmes me viennent aux yeux quand je lis son nom, comme si toutes ces nanas se connaissaient, comme si elles se reconnaissaient, et je pense à Niki dans la maison familiale de Montgoublin, dans la Nièvre, près de Nevers, d'où vient la jeune femme d'Hiroshima, mon amour, et à Louise Bourgeois, rendant hommage à Marguerite. Perdue dans mes réflexions, accablée par la noirceur de l'exposition, moi qui croyais que le noir et blanc était pour Boltanski et la couleur acidulée Pop 70s pour Annette Messager, je vois soudain de biais, en train de regarder le visage de Jeanne d'Arc, c'est lui devant moi, le type du Lyria, là à Villeneuve-d'Ascq. Celui que j'ai croisé à Genève alors qu'il était descendu à Bourg-en-Bresse et qui m'a conduite sans le savoir sur le chemin de Berck. Pourquoi n'y a-t-il que des noms qui claquent? Bourg, Berck, d'Arc, d'Ascq. Et que fait-il là? Journaliste à Beaux-Arts peut-être. Et lui, s'il me voit, va-t-il se dire, tiens, la nana qui était dans le train l'autre jour et qui lorgnait sur mon journal, et je l'avais revue à Genève sur la rade, bizarre, non? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Est-ce qu'il se dira qu'elle écrit un livre sur Annette Messager? Il ne me jette même pas un coup d'œil. C'est comme si j'étais poursuivie, mais par quoi? Je file dans la salle du fond. Comme ce que j'entends, dans un corridor où une voix timbrée, bien placée, celle de l'artiste, la sienne, retentit lentement. Comme, avance. Viens, la mort, t'attends, viens me chercher. Comme, je t'apprivoise lentement. Comme, un animal sauvage, peureux et le rythme de la voix. Je suis sûre à présent que c'est sa voix à elle, Annette Messager, qu'elle a enregistrée pour l'installation, tombe dans la salle sombre comme l'eau dans le puits, comme. Et un jour elle viendra, tranquille, comme si, le si est doux comme la pluie, comme l'eau qui tombe sur la mer quand les vagues sont mortes, tout le matin après l'orage, comme si. Quand je suis montée dans le train le soir pour rentrer à Paris, j'ai jeté un œil inquiet autour de moi. J'avais peur que l'homme du Lyria y soit aussi et qu'il voyage dans le wagon qui me ramenait à la maison. Merci.